bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Je vous propose, on va faire ce petit temps de table ronde en 3 moments. Un premier moment qui sera juste un face-à-face entre Émilie Harvey, qui est la photographe, et Alexandre Olivier, qui est le cinéaste de cette exposition. Un autre temps, donc ça va durer 20 minutes, une demi-heure, voilà, l'introduction. Ensuite, on va enchaîner sur une table ronde avec 2 invités. On parlera de la représentation formelle et symbolique de l'histoire récente du Cambodge dans les arts. On a 2 invités que je présenterai tout à l'heure, Eric Galmar et Soko Fei. Et ensuite, la dernière. Et je me suis déjà trompée hier alors. Et puis la dernière partie, ce sera une dégustation de vin et une dégustation de petites assiettes en relation avec l'exposition. Je vais laisser la parole à Émilie. Bonjour tout le monde, en tout cas merci d'être venu. Pour contextualiser un petit peu, même si on reviendra je pense plus après sur l'historique, voilà, le contexte du Cambodge, cette année c'est les 40 ans du début du régime Khmer Rouge au Cambodge, donc qui a été un génocide qui a fait presque 1,8 million de morts, presque un tiers de la population. Ceux qui n'ont pas été tués ont vécu souvent des camps de travaux forcés ou de la prison, de la torture, ont été réfugiés. Voilà. Ça, c'est pour je fais un contexte très rapide, on reviendra je pense plus en détail là-dessus. Là, ce projet-là, en tout cas, un passé sous silence, et le projet plus global qui s'appelle Scars of Cambodia, qui est un projet transmédia sur lequel on a travaillé avec Alexandre. Donc là, on a suivi simplement une personne donc, qui est dans toute l'exposition, qui s'appelle Toute. Toute, c'est un pêcheur qui vit dans le sud du Cambodge et qui à l'époque Khmer Rouge, à l'époque il avait 15 ans, a été mis en prison, a été torturé, et c'est le seul survivant de sa famille. Ses parents sont morts et ses 10 frères et sœurs ont été assassinés à l'époque. La base du projet, elle est née de la rencontre avec cet homme-là. Je ne suis pas allée au Cambodge pour chercher un survivant pour qu'il me raconte son histoire. Je suis allée au Cambodge effectivement parce que j'étais intéressée par cette histoire-là. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va poser des questions, surtout pas ce genre de questions à des inconnus. Là, ça a été la chance qui a fait que j'ai rencontré Toute. Je suis simplement passée dans sa rue, je me suis perdue d'ailleurs. Et ce que j'ai appris, c'est qu'apparemment je ressemblais à une de ses sœurs qui a été assassinée à l'époque. En tout cas, l'espace d'un instant, c'est ce qui fait qu'il m'a interpellée, qu'il m'a invitée chez lui et qu'on a communiqué. On ne parlait pas la même langue, donc ça a été une communication avec le langage du corps. Et en tout cas, c'est ce qu'il m'a parlé de manière immédiate de ce qu'il avait vécu à l'époque. Il m'a montré les cicatrices sur son corps. On a parlé de Pol Pot, voilà, il a commencé à raconter un peu tout ça. Et c'était la première fois en fait qu'il le faisait. Il n'en avait jamais parlé en 40 ans, même pas à sa femme, pas à ses proches. Donc c'est ça qui a fait le projet. Ça a été vraiment cette rencontre et le fait qu'il décide de me faire confiance. Donc je suis retournée en France, j'ai commencé à préparer le projet. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre est arrivé sur le projet. On est revenus ensemble pour faire des photos, pour faire des vidéos. On a fait 2 voyages et on a travaillé là-dessus pendant presque 3 ans. On a pris le temps. Donc voilà, la base c'est ça, on ne parlait pas la même langue. Et on a voulu conserver cette communication qu'on a eue dès le départ, qui était une communication purement corporelle, de mime, de remise en situation, etc. C'était très, très intense et ça crée beaucoup de proximité en fait dans la communication. Parce que finalement, on parle de sévices, on parle de choses qui sont liées au corps.
Donc quel est le meilleur moyen de parler de quelque chose qui a été subi par le corps qu'avec le corps directement. Donc on a conservé ça en tout cas, et aussi bien dans les photographies que dans le film d'Alexandre. Parce que là, voilà, ce que vous voyez ici, c'est des installations vidéo et puis mes photographies, mais il y a aussi donc un film. Voilà, tu veux peut-être en parler? De rebondir un peu, donc, comme je disais tout à l'heure, le titre de l'exposition s'appelle Passer sous silence. Alors on pourra aussi développer sur le pourquoi de ce titre, ce qui sera quand même assez intéressant par rapport à ce que tu dis, mais ce dont je voulais parler, c'est que donc cette exposition fait partie d'un projet plus large, qui est un projet transmédia qui s'appelle donc Scars of Cambodia, et qui comprend donc plusieurs supports, plusieurs formats. Il y a d'abord un documentaire linéaire, un documentaire de création de 30 minutes, dans lequel on a gardé l'un de ces partis pris du silence. C'est un documentaire muet, basé uniquement sur le langage du corps, donc, qui s'est développé de par le manque de communication entre guillemets qu'on avait avec cet homme-là, en tout cas la communication qu'on avait créée ensemble, qui était les mimes et les gestes. Donc on a ce documentaire de création. Il y a également le livre de photos qui a été édité cette année, en début d'année, en avril. D'ailleurs, on a sorti le 17 avril de cette année. Et également un diaporama sonore, ou pomme pour les aficionados du genre, qui est une espèce de petit montage des photos, de bouts de vidéo, de sons, etc. et qui forme un petit film de 3-4 minutes qui est facilement transportable, facilement partageable, on va dire, sur les réseaux, etc. Ce qui nous permettait de parler du projet, de le faire découvrir, de parler des sujets un peu plus facilement. Voilà. Puisque tu parles de diffusion, peut-être vous parler de la diffusion de ce film-là. Alors le film a commencé sa petite vie. Il a eu 2 vies, il a eu plusieurs vies. Il a eu une première vie au Cambodge, justement lors de notre deuxième long voyage au Cambodge pour terminer notre projet. On est resté 4 mois sur place, 4 mois qui ont servi à la fin des tournages, mais qui ont servi aussi à un premier montage du film. Un premier essai, on va dire, de montage, et ce premier film avait, avec en parallèle aussi une première sélection de photos, avait fait l'objet d'une première exposition, une première projection, parce que pour nous il était important que notre travail obtienne l'aval des Cambodgiens avant qu'on ramène en France et qu'on en fasse ce qu'on veut en faire. Donc, le but était de montrer là-bas en premier, même s'il n'était pas finalisé, même s'il n'était pas encore propre, en tout cas à nos yeux, on ne voulait pas repartir du Cambodge sans l'avoir montré. Donc voilà, la première vie de notre projet a été fin 2012, début 2013, on va dire, au Cambodge, à Phnom Penh même plus précisément. Et ensuite, on est revenu en France, on a retravaillé sur le film, on a retravaillé sur les photos. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de travail dessus pour vraiment finaliser quelque chose qui nous plaisait à 100%. Et le film a commencé à être distribué début 2014 et a fait beaucoup de festivals. Le premier festival ayant été le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, pour ceux qui connaissent. Il a reçu des prix là-bas aussi. Et voilà, c'est là où a vraiment commencé la carrière du film. Et l'avantage, c'est que le film étant muet, il a facilement fait le tour du monde, le tour des festivals du monde, parce qu'il n'y a aucun problème de compréhension, de dialogue, de sous-titres, etc. Et que le film étant muet, étant uniquement sur le langage du corps, parlait assez facilement à beaucoup de gens. Voilà, c'est une communication qui s'est avérée certes très active. Le spectateur se doit d'être très actif en regardant le film, mais à partir du moment où il est actif, il comprend le film sans pour autant comprendre le contexte du Cambodge, des Khmers rouges, etc. En tout cas, il comprend la souffrance, il comprend la douleur de cet homme, juste par ce langage du corps. Donc voilà, le film a été distribué pendant presque 2 ans. On reçoit encore des sélections en festival. En fait, il y a à peu près 2 ans de distribution, donc là on est sur la fin de la 2e année. Et là, on a fait à peu près une vingtaine de festivals, effectivement, partout dans le monde, même dans des pays où on n'est jamais allé, ce qui est assez magique, quelque part. Et dans des pays où on peut retrouver des similitudes, même actuelles, malheureusement, de torture ou de sujets délicats, comme au Mexique. Il a été aussi en Chine, il a été en Russie, il a été Koweït, il est parti un peu partout comme ça. Là, on commence à avoir fait, je pense, à peu près toutes les zones, on va dire. Le film, mais pas nous. Mais en tout cas, le film a fait pas mal d'endroits différents. Et en tout, on a eu à peu près 8 prix
Et c'est assez, c'est très chouette parce que c'est pareil, c'est un film qui est assez hybride. C'est pas vraiment un documentaire parce qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de témoignage classique, donc on peut pas vraiment dire que ce soit un documentaire. Et en même temps, c'est clairement pas une fiction. Donc c'est très délicat. Les photos, c'est à peu près la même chose quand on est comme ça sur des parties pré-artistiques qui des fois sont assez radicaux et puis un sujet qui est réellement documentaire. C'est difficile à distribuer. En tout cas, on est content que le film ait réussi quand même à faire son petit chemin. Et du coup, les photos aussi. Merci Céline. mais voilà, on essaye à chaque fois, en tout cas sur différents supports, dès le départ, on essaye de travailler sur différents supports et de vraiment réfléchir à nouveau, à partir évidemment de nos images respectives, mais on essaye de repenser à chaque fois sur tel support, comment on va pouvoir raconter à nouveau l'histoire et comment ça peut fonctionner. Ça a été tout le challenge de l'exposition, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Donc essayer de recréer cette émotion, cette rencontre qu'on a eue avec toutes, de la même manière qu'on avait pu. Il faut toujours retrouver une manière de faire la narration. Surtout que voilà, on n'est pas dans la recherche historique, on n'est pas sur de l'archive. On revient pas sur on va pas vérifier des faits ou des choses qui sont arrivées. On est sur le point de vue de quelqu'un et on est vraiment sur son quotidien. Donc c'est vraiment le quotidien et ces souvenirs qui reviennent, qui retracent une histoire qui s'est passée avant. Mais tout se passe maintenant en fait. Tu peux peut-être parler des problématiques maintenant liées à l'espace, à la mise en espace des images que vous traitez pour la première fois, parce que la mise en espace des images dans un livre, c'est pas la même chose. Non. Je vais juste poser une question, si tu sais, j'ai pas entendu si vous avez parlé de la durée du film. Oui. Alors le film dure une demi-heure, 30 minutes. On aurait pu en faire un peplum de 5 heures. Clairement, parce qu'il nous a parlé d'énormément de choses, on nous a parlé de lui et encore d'autres choses, de sa famille. Donc on a enregistré entre guillemets énormément d'informations. Mais vu qu'on partait sur ce parti pris assez fort de rester sur un documentaire muet, et donc il demandait, comme je disais, aux spectateurs d'être actifs, on se disait qu'au-delà d'une demi-heure, ça pouvait être assez compliqué de capter l'attention constante de celui qui regardait le film. Donc la question s'est posée de est-ce que long métrage, est-ce que court métrage. On est resté sur le court métrage et on est resté à une demi-heure parce qu'après il y a les contraintes, on va dire, techniques de festival qui auraient pu recevoir le film qui sont limitées à des films d'une demi-heure. Donc on s'est limité à la demi-heure pile poil à l'image près pour être sûr de rentrer dans les cases. Ce qui était un travail assez difficile. On a eu de longues semaines de travail, de réflexion, d'argumentation entre nous deux pour arriver à un produit, moi je dois dire ça, mais en tout cas un produit fini qui puisse vraiment nous plaire à 100% tous les deux. C'est la première personne qui a tout vu. Hein. Enfin, clairement, c'est comme on disait déjà, quand on disait le Cambodge, on veut que ce soit là-bas que les gens le voient en premier, c'est lui qui l'a vu en premier. On a même fait aussi une projection dans le café où il va tous les matins avec tous ses collègues de pêche, tous ses collègues pêcheurs. Projection dans le café, c'était rigolo. Enfin, voilà, on a vraiment, évidemment, c'était lui le premier à le voir dans son salon. J'aimerais savoir quelle était sa réaction par rapport à votre choix de ne pas faire entendre sa voix. En fait, c'est lui qui a raconté, c'est avec lui qui avait parlé. Mais voilà, je voulais vous expliquer un peu votre dispositif, pourquoi le choix du silence, et aussi comment lui ou les Cambodgiens ont reçu justement sur ce choix esthétique. Le silence, c'est un choix qui s'est imposé parce que c'était notre communication à la base. Donc on a choisi de garder ce parti pris et lui-même s'est lui-même entraîné dans ce jeu de vouloir nous raconter son histoire, de vouloir nous raconter toujours de la même manière, même si on commençait à apprendre un petit peu quelques mots en khmer avec lui, on commençait à avoir quelques échanges. À partir du moment où il voulait nous raconter quelque chose, il voulait qu'on l'enregistre sur nos appareils respectifs, on repartait sur un mode de communication de silence. En fait, on a voulu, on a essayé de faire, on a fait venir un interprète, etc. Au début, on a voulu commencer, on s'est dit bon, on va essayer quand même de faire les choses un peu classiquement.
Et en fait, ça marchait pas du tout. Déjà, il était extrêmement mal à l'aise. Il n'aimait pas du tout ce... Parce que d'un coup, ça impliquait des horaires et des prises de rendez-vous, entre guillemets, d'interview. Quelque chose qui ne lui correspondait pas du tout parce qu'il avait décidé de nous parler à nous. Et puis, la différence, c'est que nous, en fait, on était là tout le temps. On habitait avec lui. On était là du matin jusqu'au soir. Et on était là et on attendait. Et c'est quand lui avait envie de raconter quelque chose. C'est lui qui déclenchait tout ce qui se passait. On provoquait rien. On n'était pas là à le forcer de quoi que ce soit. À partir du moment où on a fait venir des traducteurs, c'était beaucoup plus intrusif. Et en plus, il était très mal à l'aise avec la parole. C'est quelqu'un qui est plutôt discret, qui parle très peu. Il était très mal à l'aise avec ça. Ça le faisait pleurer de manière immédiate. Il arrivait très peu à parler. Alors qu'en fait, à travers le langage du corps et juste avec nous, à des moments choisis, c'était très fluide et c'était beaucoup plus naturel pour lui. Donc on a dit, ok, on reste comme ça. Il a commencé comme ça. C'est comme ça que c'est clair. Et puis c'était très clair en fait au final. Je pense que même les dates, nous les écrivions à l'eau sur le sol, tout était très, très évident et on n'a pas vraiment vu l'intérêt de mettre des mots, comme je disais, sur quelque chose qui concerne le corps. Et j'ai une autre question par rapport à la mise en situation, par rapport à cette mémoire des gestes enfouis. Quel est le lien, le rapport par rapport à un film monumental qui est S21 de Ritipan, qui conditionne aussi notre lecture que nous avons par rapport justement à ce gestuel? Donc, comment vous situez par exemple par rapport au film de Ritipan, S21? Pour être honnête, on a du mal à se situer par rapport à ce film-là. On voit les corrélations qu'il y a entre les films par rapport au sujet de base, par rapport à la répétition des gestes, par rapport, etc. La vraie différence qu'il y a entre S21 et notre film, pour moi, enfin après il y en a d'autres, mais c'est que dans S21, c'est Ritipan qui a demandé. Il n'a pas demandé, parce que comme j'ai beaucoup travaillé sur ce film et beaucoup discuté avec lui, c'est qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que les gardiens de S21, comme ils ont été conditionnés idéologiquement, etc., ils ne répétaient toujours que les mêmes phrases, donc ça n'allait pas plus loin. Donc il leur a demandé, montrez-nous. Il n'a pas dit, vous répétez ci, vous... Oui, tout à fait, mais il leur a demandé de quelque chose. Il tient beaucoup, il ne veut pas qu'on emploie la mise en scène, mais il dit c'est une mise en situation. Tout à fait. Oui. Par rapport au lieu, au cadre. Oui, c'est déjà quelque chose. Par rapport à tout, comment est-ce que vous l'avez demandé, montrez-nous? On n'a jamais posé aucune question. On n'a jamais posé aucune question. Après, évidemment, notre présence l'a influencé lui. Oui, mais c'est lui qui a... Le fait d'être là, évidemment, ça le poussait à vouloir nous raconter. Mais on ne lui a jamais posé aucune question. C'est lui qui a eu le désir de nous raconter, qui a eu le désir ensuite qu'on enregistre tout. Et qui se prenait même au jeu au fur et à mesure, de comprendre le fonctionnement de nos appareils, de prendre la pause des fois pour qu'Émilie prenne une photo, de répéter un geste pour que moi je puisse l'enregistrer. Donc il avait ce désir. C'est intéressant, c'est parce que avec Pierre Bayard, on avait fait un film sur Van Nat, qui était produit par Ritipan, et quand un des survivants, Choumaï, automatiquement chez lui, tout ça, il nous remumait comment, etc. Et donc on a beaucoup discuté avec l'équipe de tournage et tout, pour savoir est-ce que c'est propre à la culture cambodgienne, est-ce que ça, faut que j'interroge le Cambodge plus profondément auprès de la femme genre, est-ce que c'est le langage du corps, est-ce que c'est propre naturellement, parce qu'on est très pudique, etc. Ou est-ce que c'est une fabrication de la représentation cinématographique, artistique qui conditionne ça? Enfin, je ne sais pas si... Enfin, voilà, c'est une question, hein, je veux dire, à l'origine, non, puisque moi, quand je l'ai rencontré la première fois, il a commencé direct à me mimer des choses, et à l'époque, j'avais même pas d'appareil photo, il savait pas forcément que j'étais photographe. Enfin, c'est venu dans la conversation, mais c'était pas... j'ai pas pris de photo la première rencontre du tout. Donc, c'était pas le cas. Après, oui, c'est clair que... alors que c'est pas du tout son milieu, hein. C'est quelqu'un qui s'intéresse pas à la culture, qui va pas à des expositions, qui regarde pas de films, il est vraiment en dehors du milieu culturel. Et pourtant, il comprenait très bien ce qu'on faisait, et effectivement, il avait tout à fait conscience de la représentation. Il en avait conscience. Et en même temps, il l'oubliait. C'est-à-dire que dans le quotidien, il l'oubliait, et en même temps, il a pris très vite conscience qu'Alexandre faisait de la vidéo, que je faisais de la photo, et effectivement... il y avait des moments où il voyait qu'il expliquait quelque chose et il voyait qu'on n'avait pas eu le temps d'attraper l'appareil photo et il attendait. Voilà, c'était vraiment... Et je pense que ça l'aidait aussi. Il y avait...
le fait que ce soit enregistré faisait partie d'une forme de thérapie aussi, on va dire. C'est pour ça, pour revenir sur la première fois, la réaction qu'il a eue par rapport au film, le film, il l'a regardé, mais sans grand intérêt. Enfin, on va pas dire sans grand intérêt, il y avait une émotion, mais il y avait un détachement, en fait. C'est-à-dire qu'il l'a regardé comme l'histoire de quelqu'un d'autre, comme une fiction, comme quelque chose qui s'était détaché de lui, on va dire. Après, il a pris le DVD, il l'a mis au fond du placard, il a fermé le placard à clé, et c'est fini, on passe à autre chose, quoi. Ça a vraiment été comme ça. Et en même temps, oui et non, parce qu'il y a eu la deuxième étape, ça a été la transmission qui a été assez intéressante. En l'occurrence, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent lui rendre visite, il leur montre le film. Donc c'est quand même quelque chose qui est devenu important. Et puis bon, ça a créé aussi quelque chose par rapport à son entourage, par rapport au voisinage. C'est un homme très discret. Maintenant, tout le monde sait qu'il y a une équipe de tournage qui est restée tout le temps avec lui. Ils se sont demandé qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi lui, qu'est-ce qu'il a de si spécial. Bon, alors forcément, ça a une influence sur son quotidien. Mais en positif, clairement. Ça, on n'en était pas sûr quand on a commencé, mais en l'occurrence, heureusement, c'est plutôt positif. Et après, le côté muet du film, il y a des gens qui... Au Cambodge, c'était assez délicat. Il y a des gens qui, évidemment, n'ont pas forcément réfléchi parce qu'ils ne regardaient pas les noms de qui a fait le film. Donc, quand ils allaient voir la projection, ils se disaient que potentiellement on aurait pu être khmer. Enfin, ils ne se posaient pas la question de si on était français ou cambodgien. Et donc ils pensaient qu'il était muet. Bon, voilà, ça c'est une réaction qui pouvait arriver. C'était pris au pied de la lettre. Et puis en soi, c'est pas très très grave, mais c'était la réaction qui arrivait quand même assez régulièrement. On imagine qu'il était muet. Ce parti pris-là n'était pas forcément toujours compris, mais par contre, la finalité, l'émotion, le message, oui, il a quand même été compris. Et il y a eu pas mal comme on disait, pas mal de jeunes, de la jeune génération en fait, surtout qui sont venus voir le film, aussi bien au Cambodge qu'en France, pour essayer de comprendre l'histoire de leurs parents qui eux n'ont jamais parlé, et ne leur ont jamais raconté ce qui s'est passé. Et ça, c'est la base du projet aussi. C'est pour ça que quelqu'un qui se confie, il faut absolument faire quelque chose. Enfin, c'est une espèce de mission, parce que c'est important, parce que c'est une transmission qui est très peu faite. Est-ce que tu as l'impression, quand il s'est adressé à toi, comme s'il s'adressait à sa sœur ou sa grande-sœur, parce que ta vie, tu ressens à ta sœur? Oui. Il y a eu une adoption, et Alexandre, pareil, ça c'est la chose qu'on ne savait pas trop, vu qu'Alexandre, il ne l'avait pas rencontré. On s'est dit, bon, est-ce que ça va passer, qu'on arrive à deux et je ne suis pas venue toute seule. Bon, en 3 secondes et demie, c'était son fils. Il n'a pas eu d'enfant, donc on est devenus ses enfants. Il y a eu vraiment un lien familial qui a été instantané. Ça, c'est évident. Et nous aussi, du coup, une empathie très très forte. C'est là où on n'a pas fonctionné comme des journalistes. On avait zéro recul et on était ultra empathique en permanence. Et ce qui est assez délicat sur ce genre de sujet. Parce que, en même temps, c'est pas notre histoire et nous, on est des chanceux. Donc, c'est toujours délicat d'être ému par ce genre d'histoire et puis d'arriver à retranscrire. Mais oui, il y a un lien qui est très très fort, qui est familial, clairement, mais dans les deux sens, du coup. Dans les deux sens, oui. Vous pouvez expliquer la photo avec les photos sur les gens? Celle qui est à côté? Ouais. Oui, enfin après là c'était un moment où par exemple il revenait, justement il était dans des explications, donc dans des mimes. Donc il expliquait comment il avait fait comment avait été faite sa cicatrice, la cicatrice qu'il a tout le long de sa jambe et ça fait partie la longue liste de choses qu'il a subies à l'époque. Non, en fait, il était même, en fait, il est quand même mieux. Ah, pas du tout. Non, mais je m'explique. Ah oui, pardon. Pour moi, dans ce sujet-là, il est mieux. Oui, d'une certaine manière, peut-être que le fait de parler, enfin, d'expliquer ça sans les mots, c'est plus facile aussi. Ouais. C'est plus facile, c'est pour ça, comme je disais, dès qu'il parlait, il y avait une émotion beaucoup trop forte et qui empêchait le langage était trop... mettre des mots sur ces choses-là, c'était trop violent.
le geste, le geste existe déjà, donc il a déjà, c'est mettre des mots sur quelque chose qu'on n'a jamais formulé. Je parlais de la question de la langue, parce que c'est vraiment fondamental pour comprendre ce que nous on a vécu. C'est que ce que les Khmers rouges ont mis en place, c'est la langue de mort, c'est la langue de tuerie. Et donc, comme les personnes pouvaient risquer leur vie, ils pouvaient mourir parce qu'ils parlaient, parce qu'ils réfléchissaient, qu'à la fin, il est dans le traumatisme, dans la répercussion, c'est justement cette incapacité de parler. Même Retipan nous racontait que quand il a quitté le Cambodge, quand il a traversé les 4 années, quand enfin il a réussi à arriver en France, il avait décidé de ne plus parler cambodgien, parce que c'était la langue des Khmers rouges, etc. Et pendant longtemps, ça a mis des années à se réapproprier sa propre langue et dépasser ça, parce que la langue, même moi-même, j'ai beau faire un travail sur moi-même, beau réfléchir sur le génocide et tout, je n'arrive pas à transmettre à mes enfants la langue cambodgienne. C'est vrai que parler avec mes parents, la famille, etc. Mais de le transmettre, je n'ai jamais pu, parce que c'est une langue qui a apporté la mort aussi. Les Khmers rouges ont complètement travesti notre langue. C'est vrai que les enfants de réfugiés, du coup, qu'on a rencontrés, il y en a très peu qui parlent. Leurs parents leur ont pas appris, quoi. Ils sont partis dans un oubli de la culture, entre guillemets, et vraiment une intégration à l'extrême en France pour oublier toute cette histoire derrière eux. Et ouais, c'est assez terrible. Mais c'est vrai que la langue, c'est important. Et c'est d'où le titre, hein, du coup, aussi de l'exposition. C'est vrai, c'est à la fois le silence avec lequel on a communiqué, mais c'est aussi le silence tout court, c'est-à-dire que dans le pays, on n'en parle pas. Et encore moins publiquement, dans l'intimité parfois, mais surtout pas publiquement. C'est même pas dans les livres d'histoire. Donc c'est des informations bon, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte quand on est en France, parce que nous, on a accès à ces informations-là et on les voit d'un œil extérieur, et encore, c'est assez méconnu, je trouve. Mais bon, on peut avoir accès aux informations. Et c'est vrai que quand on va au Cambodge, on se rend compte que à part quand on va au musée S21, on peut faire comme si on ne savait pas. C'est vraiment... on peut vraiment faire comme si... Je pense que même plein de touristes ne font pas du tout attention à cette histoire-là.